Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Là, ça fait quelques temps qu'on n'avait pas enregistré d'épisode. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélien Broussal-Derval, donc préparateur physique, enseignant, formateur, bien connu des gens qui s'intéressent au sport, hein. Donc bonjour Aurélien. Eh ben, salut les découvreurs. Je suis content de venir ici. Merci de me recevoir. Eh ben, écoute, le plaisir est partagé et c'est vraiment un honneur. Et du coup, aujourd'hui, on souhaitait parler de mobilité avec toi. Donc, je sais que c'est un sujet qui revient assez régulièrement sur tes publications, sur les réseaux sociaux. Donc, je voulais savoir, puisqu'on parle pas mal de musculation, de cardio quand on parle de sport, voire parfois de souplesse aussi, mais assez rarement de mobilité en tant que telle aussi. Donc, je voulais savoir quelle était son importance et si à la limite il y a des porosités, et je pense que oui, avec les autres domaines cités. Ouais, je suis pas surpris que tu m'interroges là-dessus parce que effectivement, en plus de ce que tu as décrit tout à l'heure, je suis aussi auteur et mon livre le plus vendu aujourd'hui, c'est justement l'art du mouvement, qui est consacré à la mobilité depuis la lutte contre la douleur et jusqu'à l'entraînement du mouvement en passant par les automassages, étirements, renforcements analytiques. Et donc, c'est un sujet effectivement dont je me suis emparé il y a plusieurs années maintenant dans le cadre de la préparation physique. Et ce que je constate, c'est que effectivement, c'est pas homogène. La connaissance de la connaissance que les gens en ont selon les environnements dans lesquels on évolue, eh bien, est pas du tout la même. Effectivement, dans le CrossFit, par exemple, les consciences ont énormément évolué sur les dernières années, hein. Maintenant, un des mottos du CrossFit, c'est Mobility First. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a pendant des années, ils se posaient pas la question. Et puis, sous l'influence d'auteurs comme Kelly Starrett notamment, hein, qui a écrit Becoming Supple Leopard, eh bien, et puis sous l'influence probablement du marketing, qui a dit bon les gars, faut arrêter faut arrêter les campagnes de désabonnement massives au bout de 3 ans parce que les gens se font mal. Donc tout ça, euh, tout ça conjointement fait que ce sont des gens qui sont très éveillés aux problématiques de la mobilité, de la Ta même manière que conviction, la. pardon, excuse-moi Aurélien, ta conviction par rapport à ce changement de mentalité, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'en termes de blessures, de soutenabilité de leur pratique, si on s'intéressait pas à la mobilité, c'était pas viable? J'en sais rien, je t'avoue que j'ai pas fait d'études sociologiques approfondies sur le sujet. J'observe qu'effectivement, ça a été concomitant avec une intention de durabilité dans la pratique, qui est probablement collective, qui est même pas forcément pilotée par qui que ce soit. Je pense qu'à un moment donné, tout le monde est tombé d'accord sur le fait qu'il fallait progresser. Puis c'est un peu la nature de ce sport, hein, d'évoluer et de progresser avec des nouvelles techniques. Et c'est un sport mutant qui est très très différent aujourd'hui de ce qu'il était il y a 3 ans et qui sera encore très différent dans 3 ans. Donc ils ont rajouté une brique mobilité de manière assez logique. De la même manière que évidemment le haut niveau et la haute performance s'est emparé de la mobilité assez vite, hein, finalement. On a été influencé par notamment des tests de mouvement comme FMS ou TPI et SFMA, des grandes franchises américaines qui ont contribué à démocratiser ça. Et puis par contre, quand on va vers le fitness plus loisir, plus grand public, et même un peu plus grave encore, le sport santé, eh ben on se rend compte que finalement ces problématiques de mobilité en sont au tout début de l'évangélisation. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, je donnais un cours à l'université et comme à chaque fois, je pose la question qui connaît FMS, qui connaît Gray Cook, qui sont des références mondialement connues, mais qui ont déjà 15 ans, 20 ans, et qui sont déjà dans les univers que j'ai cités avant, le CrossFit ou la haute performance, complètement dépassés. Et donc, presque 100% de l'auditoire ne connaissait pas ces références-là. Donc, on est loin, 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 loin d'avoir une évangélisation encore nette sur les thèmes de mobilité. Je te rejoins.
Et c'est peut-être parce qu'elle est considérée comme quelque chose à part. Enfin, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Parce que logiquement, finalement, lorsqu'on va faire subir un stress à une articulation, à un muscle, il y a toujours un peu cette notion de mobilité, si on y réfléchit un peu. Ah bah, ça paraît être de l'ordre du bon sens, et pour autant, tu sais, parfois il faut suivre le lapin en dehors de la caverne, ou prendre la bonne pilule entre la rouge et la bleue. Et pour autant, les pilules sont devant nous depuis le début, donc tu vois, c'est pas toujours aussi simple. Mais moi, je repose une question très très simple quand je prends la parole sur ces sujets-là, c'est euh, de quoi est capable la personne dont j'ai la responsabilité. J'ai un nouveau client, un nouvel athlète, un nouveau patient. La question fondamentale à laquelle je dois répondre, c'est de quoi est-il capable? C'est la seule question qui m'importe pour pouvoir faire mon travail correctement dans les 45 minutes qui suivent. Alors même que ce qu'on nous enseigne à la fac, dans les formations d'état jeunesse et sport, ou même en école de kiné, c'est euh, quel est son niveau de force, quel est son niveau d'endurance, quel est son niveau de souplesse, qui sont au final des questions totalement secondaires, parfois concomitantes aux problématiques de mobilité, on y reviendra, mais totalement secondaires. On prend le problème par la performance absolue, alors qu'à ce stade de la relation et du job, elle n'a aucun sens, puisque la personne est en plus là pour corriger toutes ces variables. Donc, vraisemblablement, si je suis un bon coach, dans 3 semaines, tout ça n'est plus vrai, donc ça sert à rien de le tester. Ce qu'on veut savoir, par contre, c'est si j'ai prévu de faire des squats, si la personne est capable de se mettre accroupie, et si j'ai prévu de faire du HIIT, de l'intervalle training à haute intensité, ou même de la course fondamentale pendant 20 minutes, si la personne a sait courir. Ah, c'est vraiment la question des prérequis, et donc du mouvement. Remettre le mouvement au centre pour savoir sur quoi on va vraiment s'appuyer et comment on va adapter le programme en conséquence pour faire plus de bien que de mal. Oui, il y a une vraie technique aussi dans le mouvement. Là, tu évoquais la course. Finalement, même en EPS, alors là, c'est évidemment grand public, mais on n'apprend pas techniquement, alors en tout cas, c'est des souvenirs sur lesquels je me base, hein, des souvenirs personnels, on n'apprend pas techniquement à courir, à avoir Écoute, une bonne tristement, foulée. On tristement, nous j'ai dit de les courir le mêmes plus vite. souvenirs que toi. Ouais, Ouais. ouais. Ou le plus longtemps. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on va évaluer. Et effectivement, l'éducation physique et sportive n'a d'éducation que le titre. Alors même qu'on devrait justement apprendre aux gens à bouger correctement pour être autonomes ensuite dans leurs pratiques individuelles, qu'elles soient encadrées en club ou encore une fois en autonomie. Effectivement, je serais plus intéressé que les profs de PS apprennent des gammes de courses athlétiques aux athlètes plutôt que de les noter sur la base d'une VMA qui n'a ni queue ni tête. Oui, ou en tout cas, ça devrait être le prérequis à la course, puisque c'est comme si on ne vérifiait pas que tout à chacun sache correctement, entre guillemets, d'un point de vue technique, courir. Et c'est même Exactement. le risque de mal courir, enfin de finalement arriver à des blessures ou des douleurs avant même la blessure. Et c'est contre-productif en fin de compte. C'est ça. Mobility first. Et par rapport à la mobilité, il y a un nom qui revient assez souvent. C'est celui d'Ido Portal, qui a une méthode. Alors, je voulais que tu en dises peut-être un peu plus aux auditrices, aux auditeurs, et voilà, peut-être évoquer l'apport que ça a eu au niveau de la démocratisation de la mobilité. Alors, Ido Portal, on en a beaucoup entendu parler au sommet de la carrière de Conor McGregor. Depuis quelque temps, je constate qu'on en entend moins parler quand même. Euh, je sais pas pourquoi. Est-ce que lui a ralenti un petit peu? Est-ce que il a été concurrencé par d'autres courants comme le zoo, tu sais, d'Australie ou Ground Force Method ou différents courants qui d'ailleurs font plus beaucoup parler d'eux non plus. Est-ce que finalement ils avaient un concept suffisamment fort pour durer? Je sais pas. Ou des fois, tu sais, dans les phases d'évangélisation, tu as des phases de silence qui précèdent une mode explosive. En tout cas, on entendait parler dans certains milieux autorisés. C'était quand même pas la grande ruée
C'est pas comme le yoga, où je pense que le yoga ou Pilates ont beaucoup plus fait pour le mouvement démocratisé que Ido Portal. Mais, Ido Portal, en fait, il a rien inventé. C'est ça qui est intéressant de noter, c'est que euh, en fait, il a copié une méthode qui était très très développée dans les sports de combat et qui était dans les années 2000, 90 et 2000, très structurée déjà. C'est une méthode qui s'appelait la gymnastica naturale. Et le nom du fondateur brésilien m'échappe, c'était un des lieutenants de Rickson Gracie et il était donc à l'époque c'était vraiment l'apogée de la création du Vale Tudo, le jiu-jitsu brésilien qui émergeait au grand jour. Et les 30 premières minutes de pratique de jiu-jitsu brésilien, c'était 100% des formes de corps. Parce que le travail de forme de corps, qui était en fait un enchaînement d'exercices gymniques copiés sur le déplacement des animaux. Donc tout y passait, hein, le crabe, la crevette, le lapin, le gorille, il y avait C'est pas tout sans ce que rappeler tu peux. le kung-fu aussi, ça. Exactement. Donc tout ça est beaucoup plus ancien que qu'Ido Portal. Et donc c'est tombé un peu dans l'oubli. Je me rappelle, il y avait des cassettes vidéo pendant un moment, puis des manuels. Puis ensuite, les mecs n'ont pas réussi à franchiser le truc ou à le brander de manière assez forte pour que la paternité leur revienne. Ido Portal, lui, il a eu la chance d'avoir Conor McGregor qui a immédiatement mis en lumière la méthode. Mais encore avant ça, la gymnastica naturale, eh ben, elle a copié ça sur un autre courant de pensée qui a été beaucoup plus influent et beaucoup plus fort. Et c'est un courant français. Et, Incroyable. et oui, et ce courant français, on l'apprend quand on fait de l'histoire du sport à l'université, c'est l'hébertisme. Et en fait, il existait un contemporain de Pierre de Coubertin qui ne voyait pas du tout, au milieu du siècle dernier, la pratique du sport et de l'activité physique, pas et de l'activité physique, qui ne voyait pas l'activité physique de la même manière que Coubertin. Coubertin l'embrassait par le côté sport, par la compétition. Le sport est le plaisir des forts et de ceux qui veulent le devenir. Le but, c'était vraiment de redonner vie aux Jeux Olympiques et à l'opposition compétitive, nation par nation. De l'autre côté, on a l'hébertisme, qui a une vision beaucoup plus militaire des choses. Faut se replonger, hein, on est encore marqué par la guerre mondiale, par des conflits durables et mondiaux, et une France qui est toujours un petit peu entre deux eaux en termes de capacité de réponse à l'envahisseur. Et donc, on a cette philosophie dans l'hébertisme d'être fort pour être utile. Et donc, évidemment, on a un rapport au mouvement dans cette approche de l'entraînement qui est basé sur un peu la survie, un peu le combat, et beaucoup le plein air. Et dans le plein air, il y a cette idée de minimalisme, déjà, de reproduire le travail, les formes de corps des animaux pour se déplacer. Il y a cette idée de grimper aux arbres, de rouler par terre, de se déplacer comme un gorille. Tous les fondamentaux de la gymnastica naturale sont dans l'hébertisme. Et il suffit de prendre les vieux livres de Georges Hébert, hein, c'était son nom, pour, euh, pour s'en rendre compte. C'était pas du tout Oui. fantasque, hein, c'était pas du tout comment dirais-je, une petite mode un peu intimiste. Hein, à un moment donné, je ne saurais pas te dire les années exactes, mais pendant de nombreuses années, l'EPS était de l'hébertisme. C'était devenu la pratique d'État pour nos jeunes enfants. Donc c'était un courant national et politique. C'était très important. Il existe encore, il y a d'ailleurs ces petits-enfants, Georges Hébert, qui continuent à animer des sessions d'hébertisme. Donc Ido Portal n'a rien inventé, il a copié un copieur. Et d'ailleurs, oui, c'est même le fameux parcours Hébert qui est une forme de parcours du combattant, si je puis dire, avec différents obstacles, avec de la course entre. Ouais, c'est ça, un C'est mélange de parcours de santé et de parcours militaire, avec encore une fois ouais, différents challenges. Alors ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait aussi de la collaboration. Tu travaillais pas que tout seul dans l'hébertisme, tu as aussi
des portées, tu vois, des carries avant l'heure. Tu déplaçais des troncs, tu déplaçais des pierres à plusieurs. C'est assez intéressant au niveau des valeurs et la pratique commune hygiénique et fonctionnelle du corps humain. Mmh, tout à fait. Il y a une notion que tu as abordée qui m'intéresse. Tu parlais de courant de pensée, de concept aussi tout à l'heure. Donc là, on mélange un peu tous ceux qu'on a abordés, de Hébert à Ido Portal. Tu as cité des concepts américains par rapport à la mobilité. Est-ce que c'est pas aussi la difficulté que peut-être certaines puissent s'approprier des disciplines, en parler comme si effectivement ils avaient tout inventé. Ça peut peut-être créer une défiance ou se dire bon, la mobilité, c'est une mode. Encore certains qui veulent réinventer la roue. Mais voilà, je fais mon sport classique, rudimentaire et ça suffit. Bah ouais, effectivement, ça fait peut-être un frein complémentaire. Bon, on se rend compte quand même que on est face à des challenges quand même d'amplitude articulaire dans tout un tas de pratiques sportives. Donc quand même, ne serait-ce que déverrouiller les schémas moteurs et reprendre un petit peu d'amplitude, je pense que tout le monde arrive à comprendre que c'est important. Après, tu as effectivement toujours une partie de la population qui refuse catégoriquement de s'échauffer, qui refuse de prendre ce petit temps avec soi-même pour progresser un petit peu dans le mouvement avant de faire quelque chose de contraint avec une charge, quelle qu'elle soit. Donc, ben, c'est là qu'il faut encore une fois évangéliser, expliquer pourquoi c'est important et puis que les meilleures performances sont celles qui durent. Donc, c'est sûr que quand on a 15 ans, 20 ans, on n'a pas trop de problèmes à, à démarrer sans échauffement sur des amplitudes absolues. Euh, Plus le coefficient de vétusté augmente, plus on prend la mesure de l'importance de cette phase-là. Le coefficient de vétusté, c'est pas mal. Mais alors que on est bâti finalement pour le mouvement, parce que si on regarde des nouveau-nés ou des très jeunes enfants, en termes d'amplitude de mouvement, là je pense notamment à leurs hanches, ils sont complètement, on pourrait dire, déverrouillés. C'est quelque chose en fait qu'on perd assez rapidement, sûrement, mais à mesure qu'on grandit et qu'on vieillit. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a le cadre effectivement culturel et moteur qui restreint nos capacités motrices, hein. On a retiré progressivement toutes les toilettes turques de France, donc on n'en trouve plus. Donc On effectivement, dirait Pavel Tatsouline là. c'est ça, on est assis tout le temps en fait, donc forcément, on a de moins en moins l'utilité de se mettre accroupi. Bon, après, le nouveau-né reste quand même une espèce de petit bout d'élastique, qui a quand même des propriétés musculaires qui lui sont propres, c'est pas que articulaire. Il a aussi des segments qui sont optimisés pour, euh, pour se mettre accroupi en position durable aussi. Ils ont souvent les pieds plats, ils sont très stables au niveau de leurs appuis, petits pieds potelets aussi bien stables, tu vois. Donc c'est vrai que et puis ils n'ont pas la même hauteur non plus. Tout un tas de paramètres mécaniques et physiologiques qui justifient qu'ils aient ces capacités-là et au fond qui sont pas que influencés par la culture et notre mode de vie. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu décris. Ça me fait penser à Frédéric Delavier, qui évoque Ouais. l'influence de la morphologie, alors sur les capacités physiques sportives au global, mais du coup, ça a aussi une incidence évidemment sur la mobilité. Là, tu parlais des segments des nourrissons, on en est là. Ah bah, il est très très clair que on n'est pas tous égaux devant l'adversité et que tiens bah d'ailleurs Fred faisait un post il y a pas plus tard que qu'avant-hier là puisque je l'ai vu au salon du fitness au Fitex et, euh, et il montrait à quel point simplement lui avec des tout petits bras par rapport à un autre athlète qui pratiquait le développé couché bah, était complètement désavantagé en fait dans la trajectoire. Ils n'avaient pas du tout la même contrainte mécanique. Et donc effectivement sur les tout petits, ils ont des tout petits fémurs, des tout petits tibias aussi. Ils sont beaucoup plus aptes par rapport à leur tronc, tu vois, à trouver un équilibre plus facilement. Et puis comme tu le disais, ils ont une ouverture naturelle de hanche que par ailleurs on n'entretient pas du tout. Donc Et justement ça sur s'explique.
sur l'entretien de cette mobilité, à l'heure où on est hyper sédentaire, où le télétravail s'est parfaitement intégré dans les métiers de service, quels sont tes conseils pour voilà l'entretenir, voire la développer avec ce cadre de vie qui est complètement non naturel pour nous en fin de compte. Ouais, ouais, ouais. Alors bon, c'est toujours pareil. Il y a des avantages et des inconvénients à tout. Moi, le télétravail, je le vois un peu comme une opportunité quand même, parce que il y a des choses qu'on faisait avant, qu'on fait plus, euh, ou qu'on devrait plus faire. Par exemple, pendant des années et des années, pour aller au travail, on mettait des chaussures très dures, en cuir, avec un talon. On faisait tout ce qu'il fallait pour tuer la dorsiflexion de cheville et la proprioception, même la sensibilité hein, des capteurs du pied. Euh, Puis on a remplacé ça par des baskets, je pense que c'est peut-être encore pire, dans lesquelles on reste toute la journée. Toute la Ah, on va journée, y on a les pieds revenir, ça m'intéresse. enfermés là-dedans, tu vois. Alors que bah, là, tu vois, aujourd'hui, je suis en télétravail, donc je suis chez moi et je suis pieds nus. Ce qui est quand même moins bien vu au bureau et puis pas forcément très hygiénique parce que effectivement, vu que tout le monde le fait pas, c'est très sale. Donc je vois quelques avantages au fait d'être à la maison. Un autre avantage, c'est la capacité à faire évoluer son poste de travail. Alors ça, faut le décider évidemment. Mais si on se met effectivement sur un manche debout dans le coin de la chambre, prostré toute la journée, c'est pire que tout. Et on a beaucoup connu ça, surtout dans les populations parisiennes qui ont peu de place. Par contre, effectivement, le fait de pouvoir basculer pendant 20 minutes depuis la position allongée sur un lit à la position accroupie dans sa chambre au téléphone pour passer son call ou d'aller marcher un petit peu dans sa cour le temps d'appeler je vais venir m'asseoir accroupi sur ma chaise parce que je suis tout seul à la maison et je fais bien ce que je veux. Bah, en fait, si on est conscient de son mouvement et qu'on a envie de bouger, bah, au fond, le télétravail est libre possible. Si on n'en a pas envie, eh ben, ça accélère, ça accélère la catastrophe de l'anti-mouvement. Oui, finalement, oui, la mobilité, c'est le mouvement et donc changer de position. Alors, si ça me fait un peu penser à ces premières loupiotes là de cinéma. Le mouvement, c'est finalement une succession de positions statiques, enfin de photos entre guillemets. Donc, c'est un peu cette idée de bouger un maximum, de changer un maximum de position en fait. Ouais, ouais, ben, Kelly Starrett écrit que la meilleure position assise, c'est la prochaine que tu vas prendre. Donc, Hmm. effectivement, il n'y a pas vraiment de mauvaise position. La position assise en elle-même, effectivement, elle était un peu la chaîne postérieure. Bon, mais si on n'y reste pas toute la journée, c'est pas vraiment un sujet. Et en fait, au final, il faut faire exactement tout ce qu'on nous interdit de faire toutes ces années. On nous a dit dès l'école, hein, tire-toi bien droit, assis, les genoux parallèles, les mains sur la table. Alors même que, en fait, ce qu'on voudrait, c'est que les gamins, pourvu qu'ils soient concentrés et attentifs, eh ben, ils se mettent à genoux sur leur chaise, accroupis sur leur chaise, en pistol squat sur leur chaise, vautrés et étalés sur leur table. Enfin, un maximum de situations posturales possibles pour explorer les différentes flexions, ouvertures de hanches, activation des chaînes postes et antérieures qu'on peut imaginer dans ces positions assises. En fait, position assise peut être une opportunité. Hmm. C'est d'ailleurs assez drôle de voir que dans un premier temps, la solution qui a été apportée par le monde paramédical et le coaching, c'est de dire ah ouais, ben, remplacez votre siège par un siège ergonomique. Je sais pas si tu te rappelles, ces sièges ergonomiques, c'était Ah les oui, sièges où on tu se tient avais à genoux un peu. ouais, c'est ça, tu posais tes genoux sur un espèce de premier siège et puis ensuite tu étais assis, toi, il n'y avait pas de dossier. Et alors le résultat de tous les gens que je connais qui utilisaient ce truc-là, c'était la pire posture que tu puisses imaginer. Ils étaient complètement voûtés vers l'avant, recroquevillés, machin, et dans l'impossibilité totale de prendre une autre position, parce que toute autre position c'était synonyme de perte d'équilibre sur le siège. Enfin, le truc était absurde. Et puis alors après, on l'a remplacé par un Swiss ball.
comme si, alors déjà, bon, effectivement, les coachs et les kinés préconisaient beaucoup ça, mais on voit que c'est pas des gens qui passent, qui travaillent dans la banque ou dans l'administration, c'est pas des gens qui passent beaucoup de temps assis dans leur journée, parce que c'est juste impossible de rester 7 heures d'affilée assis sur un Swiss ball, évidemment. Et pour ceux qui restent assis sur le Swiss ball comme ça toute la journée ou plusieurs heures d'affilée, eh ben enfin, qu'est-ce qu'on observe? Une déperdition posturale majeure, puisqu'on va réavoir cette rotation, cette antéversion, cette rétroversion de bassin. On va retrouver encore une fois cette exagération de la syphose dorsale, cet enroulement des épaules, qui en soit pas grave, mais qui, s'il est prolongé chaque jour, et toute la journée et toute la vie, et ben du coup, finit par déformer la posture de manière au moins inesthétique, sinon inconfortable. Donc le Swiss Ball est absolument pas une solution en lui-même, au contraire, ça demande de l'éducation et de la prise de contrôle pour que ça serve à quelque chose. Encore une fois, il faut en avoir envie pour reprendre le contrôle de sa posture, c'est pas l'outil qui va faire le job. Ouais, c'est hyper chouette là l'approche pragmatique que tu évoques parce qu'effectivement le Swiss Ball est sûrement un super outil. Mais à un moment donné, il y a la réalité du terrain, du coaché ou du patient. Et effectivement, il faut le prendre en compte. Et c'est un contexte différent. Après, par rapport à l'aspect, enfin critère de bonne santé, quand j'y réfléchis, nos plus âgés, nos aïeux souvent se plaignent au niveau mobilité. Finalement, on a l'impression que le début de la fin, c'est quand on a de plus en plus de mal à bouger. Même pas une histoire de porter lourd ou de bouger vite, mais juste de bouger tout court. Et est-ce que finalement, c'est pas le critère numéro un, même si c'est pas le seul, mais le critère numéro un en termes de santé, parce qu'on parle souvent du cardio notamment, l'histoire du jogging, voilà, avoir un bon cœur, etc. Mais est-ce que c'est pas la mobilité le Ouais, critère alors essentiel? je pense que ce serait un peu exagéré de dire ça parce que je pense que l'obésité tue plus que la raideur de la chaîne postérieure. Euh, Évoqué comme ça, c'est quand même. sûr, ouais. Je pense que les affections de longue durée qu'on peut lister hein, sont quand même vachement plus nombreuses. Le diabète, l'hypertension, les syndromes ventilatoires. Je pense qu'il y a plein d'autres problèmes de santé qui sont liés à nos modes de vie, qui sont autrement plus graves que le mouvement et autrement plus urgents. Maintenant, de manière systémique, alors donc, ouais, on va éviter de dire tu sais, les âneries classiques, sitting is the new smoking, intraduisible, mais disons, s'asseoir serait le nouveau tabagisme. Bon, faut vraiment avoir perdu personne d'un cancer du poumon pour dire un truc comme ça. Mais, mais, euh, mais néanmoins, c'est un problème de santé publique et effectivement, je vais te donner un contre-argument à ce que je suis en train de raconter. Je ne fais pas de discussion tout seul, excuse-moi. Les TMS aujourd'hui sont responsables de l'immense majorité, les troubles musculo-squelettiques sont responsables de l'immense majorité des arrêts de travail. Donc sans se dire que c'est une problématique de survie dans la santé publique prioritaire, ça reste une problématique à minima économique et effectivement systémique qui touche tous les corps de métier dans tous les pays occidentaux. Et en ça, effectivement, il faut faire quelque chose. À plus forte raison que c'est quand même vachement plus simple à combattre que l'obésité en termes de méthode et de prescription. Ouais, parce que par exemple, alors bon, c'est sûrement exagéré, hein, notamment après ce que tu viens de dire, je partage pas mal. C'est de dire que par exemple le mal de dos, c'est le mal du siècle. Là, on est en plein dans un sujet de mobilité, en tout cas dans la plupart des cas, non? Ouais, 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 c'est un sujet de. Alors, est-ce que c'est un sujet de mobilité ou de posture? C'est dur à dire. Ce qui est certain, c'est que c'est pas le seul. C'est vrai qu'on l'a qualifié du mal du siècle. Je sais pas pourquoi. Parce que je connais plus de gens qui ont mal au cou que mal au dos. Je connais plus de gens qui ont mal au cul que mal au dos. Donc il faudrait voir tu sais, le nombre de. Alors bon après, il faut savoir où on met le dos, hein, parce que la sciatique, par exemple, bon tout le monde connaît.
des dizaines de personnes qui ont eu une sciatique à un moment donné. Euh, bon, ça on peut quand même le considérer comme un mal de dos quelque part parce que c'est quand même ça irradie et c'est. Mais anatomiquement, c'est quand même pas au niveau du dos. Et quand on parle de mal de dos, on parle vraiment purement de lombalgie. En tout état de cause, effectivement, combattre ce mal-là semble pas très compliqué en termes systémiques si on mettait en place simplement des bons réflexes de prévention et d'éducation dès l'école, de prévention dans l'ergonomie au travail, qui se, qui se, qui se développe gentiment mais sûrement, et derrière de prescriptions simples en termes d'exercices correctifs, parce que au final, les trois quarts des lombalgies se soulagent simplement avec deux automassages et deux exercices d'étirement. Y a bien sûr beaucoup de cas plus graves, hein, des discopathies, des dégénérescences, des contractures récurrentes. Il y a des trucs beaucoup plus graves. Enfin, l'immense majorité des gens, on leur met un coup de rouleau de massage, une balle dans le creux lombaire allongé sur le dos et deux étirements en bretzel et ça va mieux, en fait. Il suffisait de bouger un peu, tu vois. En plus, c'est ça. Il y a toute cette prescription médicale qu'on a eue pendant des années et des années. On disait, t'as mal, bah, arrête de le faire. Et du coup, il faut arrêter d'arrêter. Effectivement, il faut bouger si quelque chose semble bloqué, il faut le bouger. Si quelque chose est douloureux, il faut l'explorer, il faut le libérer. Alors après, effectivement, il faut investiguer aussi pour savoir exactement pourquoi ça fait mal et avoir le traitement adapté. Mais 9 fois sur 10, le traitement est pire que le mal. Ça me fait penser au plâtre, ça. Enfin, je sais que les choses ont changé de ce point de vue-là. On le garde beaucoup moins longtemps, enfin, en règle générale. Mais Ouais, on isolait complètement une articulation, un membre, un doigt, et au final, derrière, la rééducation, c'était la croix et la bannière, quoi. ouais, c'est ça, ce que tu gagnais à droite, tu le perdais fois 10 à gauche, quoi. Mm, mm, mm. Sur le cycle entier, finalement, on a bien revu notre copie. Ouais, t'as raison. Il y a, il y a quelque chose qui m'inquiète un peu dans ce que j'ai dit, c'est qu'on a parlé de l'EPS tout à l'heure, donc, qui a été un peu notre premier ou l'un de nos premiers contacts avec le sport. Là, tu parlais de prévention éventuelle dans le mal de dos à l'école. J'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de progrès à faire sur ce qu'on enseigne à la masse, hein, mais je le dis dans le bon sens du terme. Est-ce qu'il y a des porosités, des discussions entre le monde de la recherche, entre guillemets, professionnelle aussi, des coachs, des formateurs, et l'éducation nationale, enfin tout ce qui est étatique? Parce que, en fait, j'ai l'impression que aussi, tu vois, un formateur comme toi, forcément, tu vis de ton métier, donc à un moment donné, au-delà des effets de mode, etc. Mais si tu es un charlatan ou si ça se passe mal en termes de résultats, au bout d'un moment, ça se voit. Et donc, du coup, les professionnels, entre guillemets, vous devez montrer patte blanche. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de communication, d'échange par rapport à toutes ces notions-là. Alors, il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est le sujet de l'incompétence rendue évidente. Ça, c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr que ça se voit parce que pour que ça se voit, il faut l'exposer et qu'ensuite ce soit évalué par des gens qui ont le niveau C'est vrai, ouais. donc de comprendre et d'analyser. Donc, c'est jamais si évident parce que finalement, plus on est mainstream, moins les gens qui voient ont l'occasion et le niveau d'évaluer, et moins les gens qui auraient le niveau d'évaluer s'intéressent. Donc tu vois, tu as une espèce de phénomène Thibaut InShape où le mec peut faire n'importe quoi en muscule dans sa chambre. C'est pas grave puisque moi je regarde pas. Et d'ailleurs, quand bien même je regarderais, il a tellement de followers que mon commentaire serait noyé dans un flot de haters qui n'aurait ni queue ni tête. Donc finalement, il y a une espèce ouais, d'immunité à partir d'un certain point à l'incompétence. Donc Oui, c'est la preuve sociale un peu, puisque nombreux ouais, sont c'est à ça. applaudir, c'est compliqué d'avoir une voix dissonante.
Voilà, alors après, il y a encore des médias qui sont plus rassurants que d'autres, hein, quand même. Quand tu sors un livre sur un sujet, normalement, c'est un petit peu plus exposé, justement, à à la critique construite et intellectuelle. Et puis surtout, bon, t'as mis un petit peu de temps à maturer ton message, tu l'as pas enregistré en 6 secondes sur un coin de table, donc fatalement, il est un peu plus abouti, un peu plus solide, tu réfléchis un peu plus à ce que tu dis, donc quand même, un livre, c'est quelque chose d'un peu plus solide. Donc il y a cette base d'information exposée et un peu crédible qui permet quand même de mutualiser les choses. Et c'est là qu'on a deux autres points dans ta question, c'est à quel point finalement les différents systèmes sont décloisonnés. Bon, là, je peux te répondre, on le voit de manière politique assez régulièrement, c'est totalement cloisonné. Il n'y a aucune vision de l'éducation nationale sur la jeunesse et sport, vice-versa, et aucune passerelle systémique Ouais, ou quelle tristesse quand politique. même. Le meilleur exemple, il y a deux exemples criants ces dernières années. Quand Bernard Laporte, qui vient quand même du milieu sportif, prend le ministère des Sports sous Sarkozy, euh, une de ses premières mesures, c'est d'annoncer l'accompagnement éducatif, tu sais, pour les orphelins de 16 heures. Donc il dit voilà, ça suffit, le sport à l'école, on va remettre du sport tous les jours à partir de 16 heures. De toute façon, ils n'ont rien à faire, les gamins, à 16 heures. Les parents travaillent, mettons du sport à l'école. Bon, bah, recadré le lendemain par Bayrou, pas de bol, il dit mon grand, tu te calmes tout de suite, c'est pas ton ministère, ça c'est le ministère de l'Éducation nationale. Et, et ça, et ça démontrait l'incompétence pour le coup et le manque de connaissance du milieu des uns et des autres. C'est-à-dire que comment à ce niveau-là d'intervention les mecs peuvent annoncer une mesure aussi inapplicable. On s'est retrouvé à créer un espèce de dispositif d'accompagnement éducatif où on finançait des assos qui devaient aller dans les écoles pour encadrer seulement voilà, on s'était pas renseigné de la disponibilité de lieux de pratique, ni même de disponibilité d'encadrement du mouvement sportif et bénévole. Enfin, le truc s'est soldé par un fiasco 2 ans plus tard. Et plus récemment, le ministre Blanquer de l'Éducation nationale qui se félicite des résultats des, 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 aux Jeux Olympiques, hein, des sports co, en disant que c'est le succès et le triomphe de l'EPS français. Et je sais pas si tu te rappelles, tous les joueurs avaient réagi, lui a mis des taquets sur les réseaux Hmm. en disant pas du tout, j'ai rien appris à l'école, pendant des années c'était complètement nul. Alors, ça c'est pour être systémique. Maintenant, moi ce que je constate, c'est qu'en réalité, ce qui rend poreux les univers, ce sont les hommes. Et heureusement pour nous, il n'y a pas que des mauvais profs de gym, loin s'en faut, il y a des gens de grande valeur, avec une grande connaissance, une grande technicité, qui par ailleurs souvent eux-mêmes évoluent dans le milieu sportif associatif par ailleurs, que ce soit dans le cadre de l'AS ou du club de la ville, et parfois même à haut niveau d'ailleurs, et qui donc créent du lien culturel, qui eux restent informés, et on a eu tous beaucoup de mauvais profs de PS, mais on en a eu tous aussi des très bons, et heureusement d'ailleurs, hein, effectivement, comme dans tous les métiers, hein, quand tu as une grosse corporation, il y a des Oui, bons, tout il y a à des fait. moins Ouais. bons, et donc, il y a quand même de la porosité qui se fait. Et sinon, on ne serait pas la grande nation de sport collectif qu'on est. Je vais quand même rejoindre un tout petit peu le ministre là-dessus, forcément. Il y a quand même de la Ouais. valeur dans nos encadrants et dans nos éducateurs. Ok, non, merci pour le topo qui valait le coup parce que c'est vrai que on peut avoir l'impression que c'est deux mondes qui évoluent en parallèle avec un absolument statique et des cours de PS qui peuvent ressembler au même d'il y a 20 ou 40 ans et tu prenais l'exemple du CrossFit tout à l'heure, tu parlais de discipline mutante et même plein de sports évoluent en permanence et l'apport pourrait être intéressant effectivement pour les institutions. Euh, C'est ça. Ouais, pardon, tu voulais rajouter quelque chose. Non, 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 c'est ça. J'abondais en ton sens. Par rapport justement au sport, j'ai rien appris à l'école, enfin, c'est ce que disaient les sportifs tout à l'heure. Euh, Quel sport tu préconises? Alors peut-être tous, hein, je sais pas, mais vers lesquels s'orienter pour développer sa mobilité. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus complets que d'autres, un peu plus accessibles que d'autres? Écoute, je parlais tout à l'heure alors bon, déjà, on va distinguer le sport et l'activité physique parce que je parlais tout à l'heure du yoga.
Et moi, je trouve que c'est une pratique fantastique parce que non seulement il y a la mobilité, la prise de conscience du sport, mais en plus il y a la respiration, la prise de conscience de soi, pardon, et la respiration. Donc, je trouve que c'est une belle discipline pour s'éveiller à la mobilité. Après, on sait que dans les sportifs qui arrivent le mieux à transférer d'un sport à l'autre, on retrouve souvent les pratiques gymniques qui ont cette notion assez complète du mouvement, hein, avec tout à la fois de la force et de l'amplitude, et en plus de ça, des aspects émotionnels, cognitifs qui sont importants parce qu'il y a de la prise de risque et de la conscientisation des choses. Et on retrouve aussi les sports de combat, notamment les sports de préhension directe comme la lutte et le judo. Bon, par contre, rien n'est parfait, hein, donc effectivement, ce sont des profils qui sont aussi moins adroits avec des engins à distance, notamment dans la lecture de trajectoire de balles, dans le positionnement par rapport à d'autres personnes sur un échiquier, sur un terrain. Donc, j'ai l'impression, pour reprendre un peu le podcast que j'ai enregistré avec Adrien Sodot il y a quelques semaines maintenant sur la façon dont on gâchait nos talents, que la clé, c'est pas tant de bien choisir son sport que de bien choisir ses sports, et que finalement la spécialisation tardive est une des clés d'une motricité variée, complète, et d'une vraie éducation physique et sportive. Hyper intéressant et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes, là je fais plus allusion aux sports de haut niveau qui par exemple sont pas mal passés par la gym ou l'athlétisme aussi, ça se voit pas mal et qui sont excellents. Ils débutent par exemple le rugby assez tardivement pour devenir pro, je sais pas, à 14, 15 ans et ils démontrent des qualités très bonnes, voire exceptionnelles. Il y a des gros transferts, ils ont développé un gros capital moteur, une variété importante. Moi, il y a un truc que j'envie aux Américains énormément, hein, c'est le concept de saison off. Je trouve ça absolument génial parce que, bon, déjà en termes de business et de show, c'est génial parce que tu as des sports d'hiver, des sports d'été, des sports indoor, des sports outdoor. Donc ça, c'est top pour uniformiser un pays continent. Je trouve ça vraiment sympa. Nous, c'est vrai qu'on est quand même sous perfusion du football. Je trouve ça très sympa le football, mais quand même, on n'a pas le temps pour grand chose d'autre. Si on commence à suivre le foot, il y aura 2 semaines de trêve l'été et l'hiver, quoi, hein. Le reste du temps, c'est foot, 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 foot. Bon, c'est vrai que c'est quand même cool de pouvoir se dire, bon, il y a la saison de foot, elle va durer 6 mois, et puis après, on va regarder la saison de basket. C'est cool, ça. Et avec la même intensité, avec le même niveau de championnat, avec le même niveau de star, avec la même intensité de spectacle, ce serait sympa. Mais surtout, d'un point de vue, là j'étais sur le plan business et sur le plan entertainment, mais d'un point de vue plus éducationnel, en fait, il faut savoir que ça, chez les petits Américains, c'est répercuté au niveau de la pratique loisir. Et donc tous les gamins font au moins 2 sports par an, là où nous, on fait au moins un sport par an. Oui, Et si en et plus ils ont assez 2 activités, ils en font 4, et assez différents. Donc c'est pas rare d'avoir un petit gamin qui fait basket et baseball, athlétisme et lutte. Tu vois, donc et surtout sur les sports collectifs, ils ont vraiment cette alternance saisonnière qui est géniale. Et puis alors dernier point positif, c'est en tant que préparateur physique, c'est vrai qu'avoir une saison off, c'est génial parce que tu as tout le temps de développer le potentiel de l'athlète pour ensuite l'exploiter pendant 4 à 6 mois. Hmm. Et je vois un dernier point positif sur la jeunesse et le rapport au sport, à l'effort, c'est que pour la confiance en soi, on parlait notamment de morphologie tout à l'heure. Il va y avoir des enfants, des adolescents qui vont être meilleurs au football américain et d'autres au baseball. Et on propose pas du baseball toute l'année à celui qui est fort en foot américain. Et l'inverse. Ouais, Et ça peut ouais, peut-être aussi provoquer parfois le dégoût du sport. Voilà, moi, faire du saut en longueur, je suis une truffe au saut en longueur, on en a fait pendant 4 mois à l'école. Le PS, ça me saoule, quoi. Et c'est peut-être un peu dommage. Ouais. ouais, ouais. C'est vrai que moi je vois pas très bien, tu vois. Je pas, depuis toujours j'ai une vision assez faible, je suis très myope. Bon bah évidemment le tennis de table c'est pas ma came quoi. Tu vois. À la montante descendante, bon, c'est vrai que j'ai quand même un peu de réflexe. Comme je suis sportif, j'étais pas dans les derniers non plus, mais
je me sentais pas très sportif, si tu veux, quand c'était le cycle tennis de table. Je Tennis me de table, sentais ouais. pas dans les, tu vois, j'attendais avec Ouais. impatience les trucs un peu plus athlétiques pour pouvoir bah ouais m'épanouir et puis réussir à quelque chose. Donc c'est vrai que la variété bah, nous permet d'augmenter aussi les chances qu'on soit bon à quelque chose à un moment donné. C'est quand même important de réussir. Le sport Hmm. doit apprendre la défaite, mais pas que. On perd suffisamment souvent, il n'y a qu'une seule place en haut de la boîte, on perd suffisamment comme ça pour pas en rajouter. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça permet aussi concrètement et dès le plus jeune âge de développer ses points forts, d'avoir des certitudes par rapport à ce qu'on sait faire ou ce vers quoi il faut tendre plus volontiers, quoi. C'est ça. Par rapport à la longévité, justement, santé et même dans sa pratique, euh, quel conseil tu donnerais justement par rapport à la mobilité en fait? Ben, en fait, il y a, il y a, il y a trois phases. Il y a une phase vraiment de reprise de contrôle, une phase corrective en fait, où les gens, 90% des gens, ben, vont avoir besoin de passer par une phase intense d'automassage, d'étirement, de renforcement postural statique pour éradiquer toutes les douleurs et reprendre contrôle du mouvement fonctionnel. Ensuite, il y a une phase de, de maintien, pour vraiment ancrer cette mobilité dans le temps, une fois qu'on est passé par ces fourches codines. Et puis ensuite, il y a une phase beaucoup plus confortable, beaucoup plus simple, qui est juste une phase d'entretien. Et donc là, ça s'apparente à la révision d'une bagnole, si tu veux. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai pas besoin d'entretenir ma mobilité outre mesure. Je fais un peu de mobility stick, un peu d'automassage, une fois par semaine, automassage, mobility stick et quelques mouvements de mobilité à chaque échauffement, plus ma pratique de poids et haltères que tu imagines bien, tu vois, avec des Turkish get-up, des arrachés cul par terre, des choses comme ça. Tout ça suffit largement. Tu vois, plus je fais un peu d'escalade, tu vois, des sports comme ça. Ça suffit largement à entretenir. Donc il n'y a pas vraiment besoin quand on a atteint un certain niveau de mobilité et qu'ensuite on fait les bons choix hygiéniques d'entretien, d'un travail quotidien acharné sur la mobilité. Ça c'est bien au début. Hmm. Et ça, on le fait avec un spécialiste en fin de compte. Se documenter seul. Alors, ça dépend aussi du niveau de pratique et de conscience de chacun de son corps, je pense, mais Et de euh, motivation. et de motivation, effectivement. Mais quel est le cadre que tu définirais par rapport à suivre ces trois étapes, Ben, justement, en tout cas les deux premières? ben en fait, effectivement, comme en toute chose, si on prend un prof et qu'on prend des cours, on apprend plus vite, on est meilleur, on fait moins d'erreurs. Maintenant, il y a des gens qui apprennent à jouer à la guitare avec un manuel, hein, qui jouent très bien, qui voient jamais un prof de leur vie. C'est pareil pour la Hmm. mobilité. C'est exactement pareil pour la mobilité. Des gens qui sont sensibles à ça, des autodidactes, qui sont concentrés dans leur lecture, qui ont déjà une prédisposition à se mettre dans des situations où ils peuvent bouger et se challenger, voilà, qui sont un peu plus autonomes que d'autres, qui n'ont pas besoin d'aide, qui n'ont pas besoin d'aide pour se relever, qui ont pas, tu vois, il y a des gens qui partent de très loin. Donc, faut vraiment, je pense, faire le distinguo. Pour les gens qui nous écoutent, si vous vous sentez capable de lire un bouquin et ensuite de vous astreindre tous les jours pendant plusieurs mois à une routine de mouvement que vous aurez construite à partir des photos et des explications dans le livre, je suis convaincu que vous pouvez faire énormément de choses déjà. Si vous savez que au moindre régime que vous enclenchez, dès la deuxième cacahuète qui passe, vous craquez, que vous ne vous êtes jamais entraîné tout seul plus de 2 fois d'affilée, bah, Ouais. probablement qu'il faut vous faire accompagner parce que ça ne marche que si on est constant dans l'application de l'achat. Ouais, j'aime beaucoup ta posture libérale par rapport au sujet. C'est en fin de compte très personnel et notamment sur ce niveau d'implication à progresser. Ouais, c'est ça. Tu parlais des poids et haltères et notamment des Turkish Get-Up. Donc là, on en vient au kettlebell. Alors c'est un agrès, un accessoire, je sais pas comment on peut le dénommer, que j'utilise pas mal aussi. La mobilité, entre guillemets, ça se travaille lesté ou non? Enfin, quel est le rapport à la charge en fait?
Eh ben, les deux, parce que euh, bon, déjà, on est toujours chargé, faut le savoir. La question, c'est est-ce qu'on a envie d'être surchargé ou pas. Donc, on a toujours le poids de corps, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est important de le prendre en compte parce que, je sais pas combien tu pèses, toi. 79. 79, on fait le même poids, tu vois, à 1 kilo près. On n'a évidemment pas les mêmes problématiques, quelle que soit notre taille. On n'a pas les mêmes problématiques que quelqu'un qui fait 100 kilos, quelle que soit sa taille. Hmm. Donc, fatalement, le poids de corps fait partie de la charge. Donc, la question, c'est même à quel point, pour certains profils, on va décharger par un travail avec élastique accroché sur au-dessus de la tête, hein, avec un ancrage zénital, de l'élastique ou avec un Swiss ball, avec différents agrès qui vont me permettre justement de m'alléger. C'est Euh, intéressant. et, et puis à l'inverse, je vais peut-être me servir de la charge pour aller encore plus loin dans la posture, l'équilibre, effectivement, avoir une barre sur le dos chargée va me permettre peut-être de forcer, entre guillemets, mes structures musculo-tendineuses raides en triple flexion, ce que j'ai un peu plus de mal à faire si j'ai pas la charge. Donc je vais peut-être finalement, paradoxalement, avec une petite charge modérée, passer plus de temps dans certaines zones. Et puis il faut pas Qu'est-ce que oublier c'est que la triple flexion, pardon Aurélien? la triple flexion, c'est quand je me mets accroupi, triple flexion, hanche, genou, cheville. Et Ok, donc ouais. effectivement, essayez de vous, si vous êtes un peu raide d'un des échelons, d'un des étages de la fusée là, bah, essayez de vous mettre accroupi sans charge, et puis essayez de le faire avec un kettlebell à bout de bras, comme on appelle un goblet squat. Et vous verrez que le goblet squat est plus facile. Il est plus facile à tout point de vue. Il est plus facile au niveau de la dorsiflexion de cheville, du placement du dos, etc. Parce que la charge me permet de m'ancrer dans le sol, me permet d'équilibrer et de contrebalancer mon poids de corps. Donc c'est une étape finalement plus facile que le squat complètement à vide. Donc tout Très dépend de clair. l'exercice en réalité. Pour le coup, il faut faire les bons choix d'exo. Ouais, alterner entre les deux. Et par rapport au kettlebell, où effectivement c'est des exercices qu'on appelle balistiques, il me semble, donc où justement il y a cette notion de mouvement et de transfert. Qu'est-ce que tu pourrais en dire spécifiquement par rapport à la mobilité de cet accessoire? Bah, ce qui est intéressant, c'est que c'est un accessoire qui va nous permettre d'explorer toutes les chaînes musculaires. Tu sais, il y a les chaînes qui ont été reprises, les chaînes myofaciales par Myers. Donc, on va avoir toutes les chaînes, la chaîne antérieure, postérieure, superficielle et profonde, mais on va avoir aussi les chaînes latérales. Et puis, on va avoir aussi les chaînes spiralées. Et enfin, les chaînes fonctionnelles, qui vont du coup favoriser des usages plutôt multiplans de l'engin, avec notamment de la dissociation bassin-épaule. Donc c'est vrai que c'est un outil qui est à la fois très stéréotypé dans l'approche de la force, comme on peut l'utiliser dans Strong First par exemple, très codifié dans l'approche de l'endurance métabolique, dans le cadre du Girvois Sport, avec un travail du coup l'appareil un petit peu optimisé au niveau du balancier, etc. Et à la fois dans le cadre de la préparation physique ou d'autres types de pratiques un peu détournées comme le crossfit ou simplement le coaching en boutique gym, et ben là on va pouvoir avoir des exercices un peu plus atypiques de déportation de la charge, qui est une charge vraiment très inertielle pour le coup. Et ça va être très intéressant dans le cadre de l'entraînement du mouvement, parce que je vais entraîner ma force dans différentes amplitudes, mais surtout dans différents plans d'espace. Hyper intéressant. Merci Aurélien. On arrive à la fin de notre entretien. Je crois que je t'en avais parlé en préambule, mais est-ce que tu aurais une citation à nous partager et pourquoi? Bah, tu sais, j'ai un peu un motto, moi, c'est qu'un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur. De la même manière que tu as du mal à faire confiance à un coiffeur qui est mal peigné, un chirurgien dentiste qui a les dents pourries, et ben effectivement, un préparateur physique ou un coach sportif qui est un petit sac, un petit gros, qui a pas le temps qui trouve pas le temps, qui prend pas le temps de s'entraîner, ça inspire pas la confiance. Mais plus grave que ça, ce sont des métiers d'énergie, d'animation, de transmission, d'inspiration. Et, euh, et on a un rôle modèle en fait.
Et plus on est avec des jeunes, plus c'est vrai. Et donc, plus j'avance, plus je trouve intolérable et scandaleux que des, des coachs sportifs prennent pas le temps de se maintenir en forme. Puis, dernier argument, on en a parlé beaucoup, il y a de la technique, il y a énormément de pratique, énormément de maîtrise technique des choses. Et si à un moment donné, on met pas les mains dans le cambouis pour être à jour sur ces techniques, on a évidemment beaucoup plus de mal à les transmettre. Donc, Hmm. ma philosophie en tant que coach, c'est que vraiment, il faut rester le rôle modèle. On est le détenteur du feu sacré. C'est pas une petite mission. Il faut le prendre au sérieux. Hyper chouette. Et une recommandation de livre, pas forcément sur le sujet du jour. Écoute, je pense que il y a un livre ultra, ultra indispensable pour les professionnels du coaching. Hein, c'est l'encyclopédie de la préparation physique, qui est vraiment le recueil mis à jour de toutes les dernières avancées, de toutes les dernières techniques, que ce soit scientifiques ou pratiques, sur le métier de prépa physique. Après, si c'est un petit peu plus, mais ça c'est vraiment mon conseil pour les collègues coachs ou kinés qui nous écoutent. Pour des gens plus curieux, des sportifs aguerris ou des gens qui simplement ont envie de se remettre au sport, quel que soit votre niveau, je pense qu'il faut que vous vous intéressiez à un manuel fonctionnel sur la respiration. C'est vraiment quelque chose qui très très vite change des vies, change des modes de pratique, vous font vous sentir plus en forme, plus en confiance, mieux dormir, mieux récupérer. Et la respiration, c'est la grosse priorité, je pense, avant tout, même avant le mouvement. Et bon, si je dois recommander, il y a des tas de livres très sympas là-dessus, mais je vais recommander celui de Léo Pelagotti, euh, dont le titre m'échappe, qui doit être Respire peut-être, tout simplement. Mais si vous tapez Leonardo Pedagotti, vous allez trouver ce livre qui a le mérite d'être extrêmement simple et accessible pour tout à chacun, que ce soit des professionnels, des amateurs, des gens très sportifs ou pas. Eh ben, tu viens d'obtenir ton invitation pour un deuxième épisode avec nous parce que c'est un sujet sur lequel je voulais venir depuis longtemps et évoquer notamment la méthode Wim Hof que tu dois forcément connaître. Donc, je serais très intéressé que tu reviennes nous en parler. Eh ben super, ce sera avec grand plaisir. Eh ben, écoute, je te remercie. Avant de clore l'échange, je te laisse évoquer peut-être le sujet dont tu as envie et notamment tes actualités. Voilà, si tu as des choses à partager, c'est le moment. Alors attends, on va juste mettre sur pause une seconde parce que j'ai un livreur en face. Alors attends, il vient de ressonner, on va y arriver. En... Alors dans mes actualités les plus récentes, il y a évidemment l'ouverture de mon école de coach. J'ai ouvert mon CQP instructeur fitness il y a maintenant quelques semaines. On est dans la première promo. Ça se fait à Paris, ici, en grande partie dans les gyms parisiens, que sont Épisode, Rythme, et même un peu à l'INSEP. Donc, si vous cherchez à devenir un professionnel du secteur et que vous avez besoin d'une formation de qualité initiale, eh ben, euh, n'hésitez pas à vous inscrire. On fait jusqu'à 3 promotions par an. Et puis, toujours une actualité assez intense sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, puisque j'essaie de vulgariser au maximum les dernières avancées et les dernières techniques et technologies en matière de sport. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Aurélien Broussal sur Instagram. Eh bien, écoute Aurélien, on te remercie chaleureusement. C'était hyper intéressant. On a pu aborder pas mal de sujets autour de la mobilité et du sport. Donc, tu reviens quand tu veux nous parler de la respiration. Eh ben, je Et m'en du coup, réjouis avec grand plaisir. à très bientôt. Salut Aurélien. À bientôt. Salut.